Ouais, c'est la fille qui était dans mon équipe, Corinne Zubirin, qui m'a appris le plaquage. Je dirais pas ça quand même, mais il est vrai que le rugby a fait changer ma vie. La rencontre avec ce sport a été une rencontre assez incroyable et c'est vrai qu'aujourd'hui j'en suis le plus heureux, le plus fier de tous. Ce n'est pas du tout exagéré, ça c'est sûr. Je dis souvent que le rugby m'a fait découvrir mon caractère, m'a fait découvrir que j'aimais être en équipe, j'aimais faire partie de l'équipe. Et c'est vrai que ces deux découvertes-là m'ont permis de me réaliser humainement et sportivement. Ben, je les ai pas aussi explorés comme le rugby. C'est vrai que j'ai joué au football jeune, mais le rugby a une particularité, c'est cette idée de combat collectif et de travail en équipe qui est, pour moi, il n'y a pas d'autre sport qui produit ces effets-là. Le rugby, j'ai découvert par hasard à Clichy-la-Garenne, où j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelait Stéphane Zubirin, qui m'a demandé si je voulais jouer au rugby. Il m'a donné rendez-vous le mercredi suivant à 15 h. Et c'est un rendez-vous que je n'ai pas loupé. J'étais à l'heure pour une fois. Et ça a changé complètement ma vie parce que ce jour-là, j'ai joué pour la première fois avec d'ailleurs sa sœur qui m'a appris le plaquage. Et depuis ce jour-là, je me suis dit que c'est ce que je voulais faire et c'est ce que j'avais envie de faire tous les jours. Nostalgique, non, parce que c'est vrai que ces potes, comme tu dis, que j'ai rencontrés au rugby, ce sont des amis de toujours. Voilà, je les ai rencontrés autour d'un ballon de rugby et ils sont encore là dans mon cercle proche d'amis. On était tous originaires d'ailleurs, mais c'est le ballon ovale qui nous a fait nous réunir. Ben, un vestiaire de rugby, ça représente des gens de cultures différentes, pour le cas, par rapport à l'exemple que je viens juste de citer, mais surtout de personnalités différentes. Il y a à la fois ceux qui jouent devant, donc dont j'en faisais partie, où on est vraiment axé sur le combat, et puis tu as des autres, les trois quarts, qui ont toujours le sourire, la banane. Ce mélange est un mélange assez explosif et qui à chaque fois me fait rire, parce que quand on sort du match, il reste les hommes, comme dit Jean-Pierre Rive, c'est ce qui compte. Ça ne m'a pas manqué parce que j'avais beaucoup donné, j'avais énormément pris du plaisir et je pense que c'est important aussi de sortir un peu de ce cadre après tout ce temps et aujourd'hui je reviens avec beaucoup de fraîcheur et beaucoup d'idées nouvelles pour pouvoir cultiver cette nouvelle expérience, notamment avec le Rouen Normandie Rugby Club. J'avais besoin d'être seul par moment. J'avais besoin du collectif comme pour une mêlée où il faut qu'on soit près de notre pilier sur lequel on pousse très très fort pour l'aider à dominer sa mêlée. J'admirais beaucoup les trois quarts comme Dimitri Ashvili ou Christophe Dominici ou Xavier Garbajosa qui avaient le sourire avant un match, alors que nous on avait besoin quand même de rester concentré et centré sur ce qu'on allait faire. Mais ça me gênait pas. L'idée, c'était qu'au coup d'envoi, on soit prêt. Il m'est arrivé de voir qu'on n'était pas prêt, d'un peu bousculer les gros pour qu'on le soit. Et c'est vrai que en tant que capitaine, des fois, ça m'est arrivé. Mais de manière générale, je restais quand même... J'essayais de ne pas perdre beaucoup d'énergie à ce moment-là pour pouvoir en avoir sur le terrain pendant 80 minutes. Pour tout dire, j'ai jamais été un homme de beaucoup de paroles, en fait.
J'étais plutôt quelqu'un qui était dans l'action. Et surtout, ce que j'essayais de faire, c'était donner la parole aux autres. J'aimais bien faire parler ceux qui ne parlent pas beaucoup, et en particulier, notamment les avants, les piliers, des joueurs qui pensent beaucoup, mais qui savent que des fois on n'est pas prêt. Je pense notamment à Jean-Michel Gonzalez, il fallait pas trop déconner avant le match, avant le coup d'envoi. Il fallait être vraiment avoir l'œil noir et être centré. Il faut des deux. Le courage ne suffit pas. Les couilles, c'est de se dire que sans l'autre à côté de toi, sans ton pilier, tu n'es rien en fait. Pour ça, il y a besoin des autres, beaucoup besoin des autres pour que derrière on se sente entouré et qu'on se sente qu'on est prêt à partir au combat. Et le courage, c'est aussi de pouvoir réunir tout ce monde autour de soi pour pouvoir avancer. Oui, comme je l'ai dit, j'ai toujours eu peur et si, je me suis toujours dit, ça va piquer. Et plus je vais pouvoir me dire que ça va faire mal, plus je vais me préparer en conséquence. Il n'y a pas d'animosité, c'est une façon aimable de dire des choses gentilles aux avants. L'ADN du rugby, c'est quand même les avants et que grâce à eux, ils n'auraient pas justement l'opportunité d'avoir ces essais et être gominés par la suite pour les caméras et les photos. Mais bon, c'est de bonne guerre, et c'est bien qu'il y ait aussi cette différence parce que c'est ça qui fait que ensemble, on puisse faire des grandes choses. Je me rappelle d'un coach qui voulait me faire jouer talonneur. Et je me suis dit que jamais je changerais de poste parce que j'estime que le poste de troisième ligne est un poste qui est assez complet. Même si il y a des moments où j'avais peur de la touche, de sauter en touche en tant que troisième ligne. Mais c'est un poste assez complet que j'ai adoré. Jouer neuf m'aurait plu. J'ai adoré le sens tactique et stratégique des neufs. Et ouais, je pense que j'aurais aimé jouer neuf. Pour moi, c'est forcément le premier geste que j'ai appris au rugby. J'ai appris mon premier entraînement, je le dis souvent. Ouais, c'est la fille qui était dans mon équipe, Corinne Zubirin, qui m'a appris le plaquage. Et Clichy, le club où j'ai commencé à jouer au rugby, le plaquage était la chose la plus importante. Et j'adorais ce geste, en fait. Et je me suis toujours dit, je vais prendre du plaisir à plaquer. Et à l'époque, c'est vrai que les règles ont évolué, ont changé. Le plaquage le plus parfait, c'était faire le soleil. Et j'en ai d'ailleurs fait un livre avec ce titre. Mais faire le soleil, c'était le geste parfait au rugby. Et pouvoir faire ce geste et pouvoir se relever, gratter le ballon pour le donner à mon partenaire et à mon équipe pour marquer, c'est le geste pour moi le plus parfait du rugby. On réagit pas bien, pas bien. Mais en tout cas, on essaie de l'éviter, on essaie de ne pas être proche de ces joueurs. J'ai dû prendre des bouchons par des joueurs. Je me rappelle à l'entraînement, Sébastien Chabal qui m'a mis un tampon. Et j'ai aussi eu des moments compliqués à Toulouse avec les frères Isitolomaka. Il fallait être un peu inconscient, on dira. Mais c'est ce que j'aimais. J'aimais avoir ces challenges pour pouvoir défier ces joueurs. Est-ce qu'il y a une école Serge Betsen? Non, pas encore. Quand j'ai arrêté en 2012, j'ai créé une structure en Angleterre pour initier le rugby aux enfants,
parce que je me suis rendu compte quand j'ai quitté Biarritz pour finir ma carrière en Angleterre au Wasps, mes enfants allant dans des écoles françaises à Londres, ben, ces écoles n'offraient pas le rugby alors qu'on est dans le pays du rugby. Et donc j'ai créé un programme pour initier le rugby aux enfants et donc ce programme existe encore aujourd'hui. Et justement, on ne parle pas que du plaquage parce que je pense que faire du plaquage à des enfants qui sont débutants dès le départ, c'est pas forcément conseillé. Mais l'idée, c'est de vraiment développer les skills de manière générale, mais surtout de jouer avec le ballon, leur faire découvrir ce beau sport, ce magnifique sport à High Park tous les samedis matins. C'était un peu ce que j'ai fait ces 10 dernières années et c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de passion. J'ai donné des cheveux blancs à mon coach de l'époque, Patrice Lagisquet, parce que il aimait pas trop que j'aille secouer les adversaires en n'étant pas connecté avec le reste de l'équipe. J'ai pris beaucoup de blâme par rapport à ça. Mais non, j'ai toujours... je sais pas pourquoi, c'est un geste qui m'allait bien et que j'avais envie de cultiver, que j'ai cultivé tout au long de ma carrière et parce que je prenais beaucoup de plaisir à le faire. C'est important d'avoir les deux en fait. Il faut pouvoir associer l'aspect technique à nos envies. Et je pense que justement j'avais la technique, mais je voulais trop en faire. Et j'avais pas ce contrôle de mes émotions et du coup de mon mental pour pouvoir être le plus efficace possible. Et j'ai appris de manière très très dure. Associer les skills et son mental, c'est être sur une autre dimension de son jeu qui amène de la plénitude et surtout une forme d'efficacité constante que je n'avais pas à l'époque. Beaucoup d'émotions et c'est vrai que c'était souvent mes amis du club de Clichy qui m'appelaient pour me dire que j'étais sélectionné parce que c'est plus trop le cas aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on est sélectionné, c'était le coach nous appelait pas. Il faisait une conférence de presse et du coup cette conférence de presse, les médias annonçaient l'équipe sélectionnée. Et donc souvent, moi j'étais à l'entraînement. J'étais souvent en train de m'entraîner quand l'annonce était faite à midi. Et donc je recevais un coup de fil de mes amis pour me dire, pour me féliciter d'être sélectionné. C'est vrai que ça a été, c'est bouleversant. C'est bouleversant parce que et cette première Marseillaise alors? Non, mais je vais finir. C'est bouleversant parce qu'être capable de rêver de quelque chose et de le réaliser, d'y arriver, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est fort. C'est très très fort. Ouais, la Marseillaise est un moment unique parce que c'est vrai que c'est le fil de tout ce qu'on a pu faire, de tous les sacrifices, de tous les rêves qu'on a pu imaginer qui se réalisent. Et bizarrement, c'est à la fois, on a l'impression qu'on y est et à la fois, on doit encore... Il reste encore 80 minutes de beaucoup de travail et beaucoup d'engagement pour pouvoir justement
parfaire ce rêve. Ben, la première sélection, c'était en 97 contre l'Italie à Grenoble. L'équipe de France venait de faire le Grand Chelem, qui était d'ailleurs le Grand Chelem des 5 nations. C'est vrai que c'était des débuts mitigés parce que à la fois j'ai la joie de me dire que j'ai une sélection en équipe de France et à la fois ben, c'est pas une fierté, perdre contre l'Italie quand même, ça fait pas joli dans son CV. Donc oui, c'était des débuts un peu compliqués. Et je dis souvent que par la suite, c'est pour moi l'enfer parce que il a fallu 3 ans pour que je puisse revenir en équipe de France. Je dis souvent que 3 ans, j'ai vécu l'enfer pour moi. L'enfer de ne pas savoir à la fois pourquoi j'ai été sélectionné pour la première fois, mais surtout pourquoi je n'étais pas sélectionné. Mais néanmoins, ça m'a permis, je me suis toujours dit, ben ouais, si je ne suis pas sélectionné, c'est qu'il manque quelque chose. Et donc, au lieu de rester peut-être centré sur le fait de ne pas sélectionner, j'ai toujours voulu progresser dans tout ce que je faisais. Et donc, je me suis remis en question à chaque fois sur mon hygiène alimentaire, sur ma façon mon style de vie, sur mes entraînements. Et c'est vrai que en attendant que ça arrive encore à nouveau pour la 2e fois, j'ai beaucoup travaillé, investi sur moi pour que je puisse être, quand le moment venu, je puisse être le meilleur. Comment je réagis? C'est vrai que j'ai pas beaucoup réagi parce que j'étais, pour tout te dire, j'étais épuisé, j'étais fatigué, mais j'étais fier d'avoir pu relever ce défi, fier d'avoir pu devenir titulaire parce que ouais, mes 11 premières sélections, j'étais remplaçant. Ce match en 2002, c'était ma 3e ou ma 4e sélection en tant que titulaire. Ça m'intéressait pas d'être remplaçant, je voulais être titulaire, je voulais être indiscutable, je voulais faire partie des joueurs sur qui on compte. Et ouais, ces expériences de 2000 à 2002 m'ont fait beaucoup grandir et j'ai été fier de pouvoir porter le maillot de l'équipe de France. J'étais fier de pouvoir représenter l'équipe de France et fier de pouvoir casser les Anglais. Voilà, c'était quelque chose d'énorme et c'était juste magnifique. C'est vrai que c'est le premier grand chelem des 6 nations. Ça me fait drôle parce que ça fait 20 ans. Il faut savoir que il y avait une génération de joueurs quand même assez incroyable. Fabien Pelous, Olivier Brouzet, Raphaël Ibanez, Olivier Magne, Imanol, Harry Nordoki, Jean-Jacques Rinca, Garba, Damien Traille, Gérald Merceron, j'en passe. Il y avait une génération de joueurs exceptionnels aussi. Et je crois que on avait un coach, Bernard Laporte, qui nous a challengés beaucoup. On avait besoin de lui montrer et de prouver qu'on était capable de relever ces challenges. Je crois 2 ans avant, on joue les All Blacks au Stade de France. On prend une déculottée mémorable. Mais de perdre de cette façon, j'étais humilié. Et je pleurais. C'est vrai que je pleurais. Et c'est vrai que la seule chose qu'elle avait pour essayer de me remonter le moral, elle me pose la question, mais vous pouvez rien faire contre le haka, il vous jette des sorts. Je lui dis, mais non, maman, on attend que ça se passe et on joue le match, quoi. Voilà, c'est tout, on se pose pas de questions. Et donc, 2 années se passent et
Et nous voilà en Coupe du Monde. Je réalise que, ben oui, on va jouer les All Blacks. Les All Blacks qui ont battu leur adversaire de plus de 25-30 points. J'ai eu cette peur de prendre une rouste comme 2 ans auparavant au Stade de France. De par ma peur, j'ai voulu transmettre un message au collectif en me disant qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour essayer de montrer qu'on n'allait pas avoir peur, ne pas se laisser faire et juste les dominer, quoi. On a essayé de voir qu'est-ce que les autres équipes avaient fait pour faire face au haka. On s'est rendu compte que y avait par exemple des Gallois qui leur ont interdit de faire le haka et ils ont dû le faire dans les vestiaires et quand ils sont sortis, il paraît que c'était le carnage. Il y a d'autres équipes qui leur ont tourné le dos, baissé le froc, des choses. Et c'est vrai que je me suis dit, il fallait qu'on respecte parce que ça faisait partie de l'ADN de notre sport. Parce qu'en tant que supporter, c'est un moment magnifique. C'est un moment magnifique. Mais quand on est joueur, je peux vous dire que la seule chose que l'on a, c'est on a envie d'en découdre. On a envie que ça explose. On a envie de juste que le match commence et qu'on leur montre que ben voilà, ça va pas se passer comme ils pensent que ça va se passer. Cette bataille psychologique a été pour moi un élément fort pour se dire que ben on va pas se laisser faire, quoi. Je remercierai jamais assez ma mère parce que c'est dû à cette conversation sur laquelle elle voulait me réconforter, mais je pense que être capable de se rappeler des moments difficiles et de pouvoir changer les choses, c'est quelque chose que moi que le sport m'a amené parce que on joue tellement de matchs, mais on se rend jamais compte que même si le match est gagné ou perdu, on peut en tirer des leçons qui vont nous faire avancer plus tard. C'est pas pour moi la Légion d'honneur, mais c'est vrai que il paraît que ça montre un peu de virilité, on va dire. Mais si j'en avais, ça me dérangerait pas non plus. Mais pour le coup, moi, je parle beaucoup de mon visage parce que ma mère, la pauvre, elle me dit souvent que j'ai été défiguré par mon sport. Et c'est vrai que j'ai eu, je dis souvent, plus de 250-300 points de suture sur le visage. Mais donc, ouais, c'est une forme de médaille, mais j'en suis pas fier, c'est vrai. C'est une fierté, c'est un honneur. Il m'a été donné par rapport à toutes les actions que je fais à travers notamment mon association, la Serge Betsen Academy, et les actions que je mène auprès des écoles, auprès des enfants par rapport au rugby à Londres. J'ai rendu ma mère très très fière de cette Légion d'honneur et ouais, je suis très heureux et honoré d'avoir pu être nommé légionnaire. Pierre Pérez, c'est parce que je dis souvent que c'est lui qui m'a appris, ou en tout cas c'est grâce à lui que j'ai eu le sens du jeu. Parce qu'il était souvent près des joueurs par rapport au fait de porter le ballon, d'être au soutien du ballon. Que moi, ça m'a marqué et ça m'a donné un peu des repères, notamment par rapport à la circulation du ballon. Et c'est vrai qu'indirectement, ça m'a permis d'avoir cette lecture de trajectoire qui m'a permis d'être efficace, notamment en défense. Et donc oui, Pierre Pérez a été quelqu'un qui, moi, m'a marqué. Non, parce que j'aimais trop le jeu, j'aime trop la balle. J'aime trop la balle. Il faut que je sois encore plus actif. Et c'est vrai que du coup, il n'y a pas cette notion de contact après. Il y a l'activité physique de course, mais il n'y a pas le contact. Et moi, sans le contact, je ne suis pas grand-chose. Alors donc, je n'aurais pas pu arbitrer, non.
il y en a 3 pour moi, parce que j'ai joué dans 3 clubs, et dans ces 3 clubs, il y avait 2 clubs qui avaient la même couleur, donc le club de Clichy et Biarritz, c'était rouge et blanc. Et la 3e couleur pour moi, c'est le bleu de l'équipe de France. Le plus bel endroit, oui, c'est là où j'ai joué 17 ans de ma carrière. La grande partie de ma carrière à Biarritz. Et ouais, il n'y a pas meilleur spot. Je vais confesser que grâce au rugby, j'ai su très tôt que sans chanter, on ne peut pas aller loin. Et donc ouais, c'est ma passion du chant a été quelque chose de très très fort, parce que j'ai commencé à jouer au rugby sans avoir la culture du rugby, et je crois que alors même que dans le bus à Clichy, on avait souvent des photocopies des paroles des chansons, sans trop les connaître, notamment des chants basques. Quand je suis arrivé à Biarritz et au Pays Basque, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, ça sera l'opportunité, l'occasion de connaître les paroles de ces chansons que j'avais pas apprises étant à Clichy. Et je me suis vraiment donné comme mission de pouvoir connaître les mélodies que j'aimais bien, de connaître les paroles. Et ouais, c'est quelque chose, moi, que j'ai trouvé formidable, parce que souvent les gens, quand ils m'entendent chanter, ils n'en croient pas leurs yeux, quoi, et je suis fier de ça. Ça va faire 18 ans que j'ai créé la Serge Betsen Academy, et j'aimerais remercier les membres du board de la Serge Betsen Academy, Sébastien Lovy, Odile Prévost-Mussat, qui est la secrétaire générale, Jérôme Telech, qui viennent de nous rejoindre, pour tous ces enfants au Cameroun et au Mali. On aide plus de 400 enfants tous les ans, dans le soutien scolaire, dans l'aide médicale et dans l'accompagnement scolaire. Et je suis fier et très fier de pouvoir compter sur vous, avec vous, pour continuer cette belle mission de la Serge Betsen Academy.